Parce que toutes les questions au début de taille de marché, de business plan, tout ça, c'est du bullshit en fait. Pour toi, c'est quoi la définition du succès? Le succès d'une entreprise, il est très intimement lié à sa capacité à faire le... Mais en fait, si tu oublies ça, je pense qu'au bout d'un moment, tu te perds. Tu vois. Si tu dis pas non en grande majorité des opportunités qui sont OK pour te consacrer sur les 2-3 choses qui vont vraiment changer la direction, la trajectoire de la boîte, c'est pas bon. Nicolas Julia, visionnaire de la tech française et créateur de Sora, le jeu de fantasy sport basé sur la blockchain, évalué à plus de 4 milliards d'euros. Tu penses qu'elle vient d'où cette conviction que tu as de vouloir mener ton projet à bien? C'est voir qu'en fait, il y a une nouvelle technologie que j'ai vue se développer qui rend les citoyens propriétaires de leur vie numérique, qui allait changer le monde. La bulle spéculative des NFT. 95% des projets valent plus rien. La plupart des projets NFT, ils ont vu leur valeur baisser de 90% presque. Est-ce que tu considères que tu as pris un risque? Est-ce que si ça marchait pas, ça allait te mettre dans des situations compliquées? C'est une bonne question. Mais ça a été dur. Ça fait quoi de diriger une société valorisée à 4,3 milliards d'euros? Bah écoute, c'est de la responsabilité, mais quand on a l'ambition, il faut savoir la prendre, tu vois. Donc pour moi, 4, 3, 2, 1, tout ça, c'est des chiffres en fait. Ce qui importe, c'est l'ambition. Et si tu as l'ambition, que tu t'entoures avec les bonnes personnes, ça génère des résultats positifs et un jour, ça se reflète notamment par une valorisation, mais je suis pas très obsédé par la valorisation à court, moyen terme. Ce qui m'intéresse, c'est le long terme. Ok. Et est-ce que tu t'étais imaginé, quand tu étais plus jeune, un jour avoir ce genre de responsabilité? Écoute, je suis venu à l'entrepreneuriat sur le tard. Ma femme, qui a un business aussi dans le design intérieur, a entrepris avant moi. Et c'est drôle parce qu'en fait, un moment qui m'a confirmé qu'il fallait que j'aille, c'était un moment avec elle, tu vois. Enfin, j'avais déjà l'idée de Sora, qui est, tu vois, un peu à l'intersection de la crypto, du sport, Mhm. de la collection, des jeux. Ça fait, tu vois, ça fait un mix qui à l'époque était, tu vois, quand je décrivais ce qu'on voulait faire, les gens me regardaient un petit peu, tu vois, bizarrement. Et j'avais cette idée qui commençait vraiment, tu vois, j'y pensais tout le temps. Et je me souviens, on est sur un trajet en voiture entre notre domicile et la Normandie, on est posé, je lui raconte. Et là, elle me dit, mais c'est extraordinaire, c'est une idée, c'est canon, tu vois. Et en fait, avoir la validation de quelqu'un que tu estimes aussi fort, évidemment, fort que t'aimes, tu vois, ta femme, Mhm. c'est quelque chose de très fort. Et ça a été un des moments un peu tournants, tu vois, au moment de me lancer, quoi. Et tu peux nous expliquer un peu du coup comment t'es arrivé à cette idée de te lancer, comment t'es rentré dans l'entrepreneuriat? Écoute, je suis rentré petit à petit, comme je te disais juste avant, déjà le fait de voir ma femme qui entreprend avant moi, qui monte une boîte, qui la revend, qui en monte une deuxième, ça inspire. Et puis j'ai rencontré, enfin c'est avant, je dis souvent, l'entrepreneuriat, c'est évidemment une histoire d'hommes et de femmes, et c'est comment tu t'entoures et comment tu t'associes d'abord. Donc c'est d'abord des rencontres, avoir la confiance et des valeurs et une ambition commune et une vision commune avec quelqu'un. Donc moi, mon associé, c'est Adrien, euh, qui est CTO de Sorar, que j'ai rencontré dans notre aventure précédente. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé, de me dire que j'avais quelqu'un avec qui je partageais des valeurs, une vision, et que j'étais prêt à partir au combat avec lui. Ça, c'est la base. Et après, en fait, c'est quelque chose où c'est tellement dur, il y a tellement de hauts et des bas qu'il faut avoir une conviction très très forte, tu vois, quelque chose que tu portes dans ton ventre qui fait que le matin, en fait, t'es prêt, t'y vas, en fait, c'est même pas du boulot, tu vois. Enfin, moi, j'ai pas l'impression de travailler, tu vois. Et il faut cette force de conviction dans ce que tu fais pour y arriver et il faut une forme de naïveté aussi, parce que tu t'imagines pas la multitude et la puissance des coups que tu vas prendre, mais aussi, bien sûr, les moments de célébration et de bonheur, tu vois. Tu penses que si t'avais pas été entouré par ta femme, du coup, ton associé, tu te serais pas lancé de la même manière? Je pense que l'entourage, c'est hyper important parce que ça te ramène, enfin, ça fait que tu gardes les pieds sur terre, tu vois. Et tu en as besoin. Tu vois, nous, on a eu 4 années extraordinaires de croissance. Il y avait besoin aussi de se rattacher, en tout cas pour moi, tu vois, à ma femme, à mes enfants, à ma famille. Donc, je pense que c'est vraiment hyper important. Depuis ton jeune âge, tu t'intéressais déjà à l'IA, la tech, le gaming, tout ça, ou c'est venu un peu plus tard?
Je dirais pas que à mon jeune âge, je m'intéressais forcément à la tech. J'étais un gros passionné de sport. Ok. J'ai beaucoup fait de foot, de tennis, je courais, tu vois. Aussi loin que je me souvienne, j'avais soit quelque chose dans les pieds, une raquette dans la main. Donc, gros passionné de sport, gros collectionneur. J'essaie Ok. de jouer à tous les jeux autour du sport, ça me passionnait. Quand tu dis collectionneur, c'était des objets, des maillots, des choses comme ça? Ouais, alors moi c'était les cartes, tu vois, Ok. les cartes Panini, donc c'était vraiment mon truc et je lisais, je m'intéressais déjà beaucoup au sport. J'avais pas la chance de pouvoir regarder beaucoup parce que j'avais pas tous les abonnements pour Mhm. mater le championnat de première division, et cetera. Donc c'était téléfoot, quelques mètres de Champions League, tu vois, mais il y avait pas grand-chose en clair, tu vois, Ouais. à l'époque. Du coup, tu vois, j'ai essayé de convaincre ma mère, ma grand-mère de m'acheter l'équipe, tu vois, des trucs pour pouvoir consommer, tu vois, du sport. Ouais, ça a été une passion depuis toujours. Et après, effectivement, la tech, assez tôt dans ma carrière, je me suis dit que la tech allait transformer le monde et allait transformer le monde du business notamment. Et bah, moi, ça a été la crypto, le Web3 où aux alentours de 2015, je me suis dit, je vais parier ma carrière là-dessus. Donc, j'ai quitté ma boîte de l'époque, qui était une boîte de conseil, et je suis parti all-in, quoi. Voilà, j'ai rejoint, tu vois, une des deux, trois seules boîtes à Paris Mhm. qui était qui était là-dedans, quoi. Et ensuite, j'ai créé Sora. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués justement qui n'arrivent pas à faire ce pas de se lancer comme tu l'as fait all-in, comme tu as dit. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qui a fait que toi, tu as réussi à le faire? En fait, je pense que l'entrepreneuriat en France. Je pense que déjà la France est un des meilleurs pays pour entreprendre, même s'il y a un état d'esprit qui ne nous pousse pas toujours, mais il y a quand même un contexte qui est entre guillemets hein, assez facile pour se lancer, tu vois. Euh, qu'est-ce qui a fait que je me suis lancé? Il y a plusieurs choses. Euh, enfin, le conseil que je donnerais aux gens, enfin déjà, je pense que c'est un risque qui se prend en France parce qu'il y a plein d'aides pour te lancer. Donc, tu peux avoir des aides publiques, il y a la BPI qui est ici. Tu vois, tu peux quitter ton job avec une rupture conventionnelle. Il y a plein de moyens de se lancer en limitant le risque. Et en même temps, en essayant de capturer une opportunité énorme. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est ça. En tout cas, dans la tech, tu as envie de créer tu vois, quelque chose de gros. Et du coup, je pense voilà, encore une fois, on a un contexte avec des aides, notamment publiques. Il y a une volonté politique d'accompagner les entrepreneurs avec des réglementations tu vois, qui t'aident à te développer, qui font que c'est un bon endroit pour se lancer. Et du coup, quand tu t'es lancé, t'as quitté une situation qui était, j'imagine, assez stable pour toi, assez confortable. Et est-ce que tu considères que tu as pris un risque? Est-ce que si ça marchait pas, ça allait te mettre dans une situation compliquée? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a eu une prise de risque dans la mesure où, d'un point de vue perso, euh, j'avais déjà un enfant, ma femme était enceinte du deuxième, ma femme avait une boîte. euh, et donc, en fait, tu vois, j'étais un peu le pôle de stabilité avec un salaire. Et là, globalement, on se disait, bon, je pars. Alors certes, tu as la rupture conventionnelle, donc tu vois, tu perçois un pourcentage de ton salaire pendant quelques temps, mais globalement, l'après, il est quand même pas très très sûr. Moi, j'étais en plus dans un business où tout ce qu'on a voulu faire depuis le premier jour, c'est sous licence officielle. Tu vois, donc on a les partenariats officiels. Maintenant, on a le plus gros portfolio de partenaires dans le monde des jeux dans le sport. On a la Première Ligue, la NBA, etc. Mais au début, moi, c'était ma première boîte dans le sport. J'avais zéro réseau, donc il a bien fallu signer le premier. Donc c'était la Ligue belge en l'occurrence. Et, euh, et on l'a signé, Adrien et moi, on a mis, tu vois, ce qu'on avait d'économie dans ça pour y aller, tu vois. Et il y avait zéro, enfin, on n'a pas tout mis, mais on a mis, enfin, en tout cas pour moi, une partie importante, tu vois. Et du coup, c'était en ça il y avait quand même pas mal de risques. Après, je veux pas dire, tu vois, enfin, je veux pas surjouer le truc du tout parce que t'es quand même en France et encore une fois, tu sais, j'ai eu la chance, tu vois, de faire des études, d'avoir un premier job dans le conseil. Quelque part, je me disais, ok, là, je vais y aller à fond. L'échec, c'est pas une option, mais bon, tu te dis quand même dans le coin de ta tête qu'il y a, t'as toujours, un filet, quoi, tu vois, Ouais. en France, quoi. Et est-ce que tu as ressenti un peu de la peur par moment que ça marche pas? Euh, Écoute,
comme je viens de te dire, quand je me suis lancé, il te faut une conviction qui dépasse un peu tout. Si t'as pas ce truc un peu chevillé au corps, c'est même pas la peine de se lancer, tu vois. Enfin, donc ça c'est sûr. Après, ce serait mentir. Enfin, en vérité, tous les jours, tu dis qu'est-ce qui, il faut être, en fait, c'est dur, il faut être un peu parano, dire qu'est-ce qui fait que ça peut foirer, tu vois, et te préparer, combler les lacunes, et en même temps te projeter, être, tu vois, toujours sur la croissance, le next step, etc. Donc non, il n'y a jamais un moment où je me suis dit, ah putain, c'est chaud, mais en même temps, tous les jours, il y a des réflexions sur comment t'améliorer, comment faire que toi, t'es meilleur, comment faire que ta team est meilleure et que la boîte est meilleure, quoi. Tu penses qu'elle vient d'où cette conviction que tu as de vouloir mener ton projet à bien? Puisque quand tu étais dans ta situation, dans ta boîte de conseil stable, t'avais pas finalement de raison d'arrêter ça. Ouais. Pourquoi t'as eu ce feu qui s'allume Qui est en toi? venu, ouais. Bah, c'est la confrontation de plusieurs choses. Déjà, c'est voir qu'en fait, il y a une nouvelle technologie que j'ai vue se développer qui rend les citoyens propriétaires de leur vie numérique, qui allait changer le monde. Tu vois. Donc, moi, j'ai décidé de parer ma carrière sur le Web3 et les cryptos quand, en gros, j'ai commencé à m'intéresser au Bitcoin à l'époque. Donc, c'était aux alentours de 2015. Bitcoin, c'est quoi? C'est de redevenir propriétaire de son argent. Tu vois. Enfin, avant, il y avait une intermédiation avec les banques. Là, tu as les moyens de détenir ton argent en direct. Et en fait, c'est une innovation majeure qui est en train de changer le cours qui a changé le cours du secteur financier, mais qui change bien d'autres choses dans bien d'autres secteurs. Et donc, je me suis posé la question de comment ce concept de propriété numérique, si tu veux, ça pouvait s'appliquer à d'autres choses. Mhm. Et donc là, on revient à ma passion, à mon plus jeune âge, pour le sport et pour la connexion avec les athlètes et la collection dans un premier temps, tu vois. Et je me suis dit, bon, c'est incroyable en fait, parce que les gens collectionnent des trucs depuis toujours. C'est un truc qu'on a en tant qu'être humain, parce que ça nous rapproche de nos passions, parce que ça nous permet d'exprimer qui on est. C'est une partie de ton identité aussi, tu vois, les choses que tu collectionnes, tout le monde l'a déjà fait. Et je me suis dit, dans le sport physique, c'est quelque chose qui est énorme, c'est un marché qui est massif. Mais en fait, nos vies, elles sont de plus en plus digitales. De plus en plus, tu passes du temps en ligne. Et maintenant, tu as les moyens de collectionner en ligne parce que tu peux authentifier, sécuriser quelque chose de numérique. Et donc, je me suis dit, ça va être énorme de pouvoir collectionner les athlètes que tu suis, que tu aimes en ligne. Si j'ajoute un niveau de jeu par-dessus, c'est-à-dire pas juste tu les laisses dans l'album Panini, tu vois, comme à l'époque, mais en plus tu peux faire des choses avec, tu peux faire des jeux, tu peux battre tes potes, etc. Bah, là, il peut y avoir quelque chose de très, très, très puissant. Et en fait, c'est cette conviction-là que je pouvais construire quelque chose d'énorme en m'appuyant sur une nouvelle technologie avec les bonnes personnes. Donc, avec Adrien, mon associé du début, puis les premiers employés qui ont commencé à me rejoindre, qui ont fait que cette conviction, elle est née. Et ensuite, elle est née, mais comment elle a grandi? Elle a grandi avec le contact des utilisateurs. Parce que tu vas avoir une idée dans laquelle tu crois, avoir une conviction, c'est le prérequis. Après, si quand tu te confrontes à la réalité, il ne se passe rien, bah, il vaut mieux faire évoluer, voire faire autre chose, tu vois. Et en fait, dès le début, quand je suis allé chercher les premiers utilisateurs sur Discord, tu vois, sur Twitter, sur Insta, etc., ceux qui étaient dans ma cible, tu vois, qui aimaient bien les cryptos, le Web3, le sport, les premières réactions, il y avait un espèce d'enthousiasme tellement fou, tu vois, même si on n'avait rien, tu vois, à l'époque, je te dis, on n'avait même pas la Ligue belge. Je leur dis, attention, peut-être demain, je vais vous proposer des joueurs de la Jupiler Pro League. Donc, il n'y avait rien. Mais de voir leur enthousiasme, de voir à quel point ils y croyaient, ils avaient envie, ça m'a amené, quoi, tu vois. Et donc, ça, c'est puissant parce qu'à la fin de la journée, c'est eux qui décident du succès. Hein. D'ailleurs, c'est fou parce que quand tu lances cette plateforme, bah, tu as besoin de joueurs, d'utilisateurs. Et ce processus de les trouver, ça n'a pas été trop dur finalement? On dit souvent au tout début, il faut faire des choses qui passent pas à l'échelle, tu vois. Do things that don't scale, c'est un des mantras, tu vois, du Y Combinator aux États-Unis, qui est l'incubateur de start-up le plus connu. Pourquoi? Parce qu'au début, en fait, tu dois tester, tu n'as pas forcément le temps de tout tiller, etc. Donc, tu dois
Tu dois tester des mini-hacks et aller tenter plein de choses, le plus de choses possible. Et il y en a quelques-unes qui vont marcher. Et là, tu vas commencer à outiller, industrialiser, etc. sur les choses où tu commences à sentir quelque chose qui frémit. Donc, au début, en fait, voilà, moi, c'est comme je te dis, c'est à la mano. Hein. Je suis allé sur des serveurs Discord où il y avait, tu vois, des gens qui collectionnaient des NFT, où il y avait des gens qui avaient des cryptos et un intérêt pour le sport, où il y avait des gens qui jouaient à des jeux de sport, des football managers, des jeux de fantasy sport, Ok. etc. Tu vois, sur un peu ces deux catégories de sport, de crypto, Web3, et c'est là comme ça que on a trouvé les tout premiers utilisateurs. Ok, c'est incroyable. Mais du coup, tu as réussi à lier la tech et ce monde du sport que t'aimes. D'ailleurs, en tant que fan de sport, c'est quoi ton équipe préférée? C'est l'Olympique de Marseille qui est le plus grand club Ok, de France. ok. Pas de souci. Moi, j'aime bien un autre olympique, mais j'ai pas envie d'en parler en ce moment. C'est Ok. vrai. Et du coup, j'imagine que tu as pu faire des belles rencontres dans le sport grâce à tout ça. C'est laquelle qui t'a le plus marqué? Les premières fois, c'est toujours particulier, tu vois. La première star que j'ai rencontrée, qui a cru en nous, c'est Gérard Piquet, qui lui-même a un intérêt très marqué pour Mhm. l'innovation, pour la tech et pour le sport. C'était très très tôt dans l'histoire de Sorar, tu vois, qu'il a investi dans la société, qui m'a aidé, qui m'a ouvert ses réseaux, alors qu'on était nulle part encore. Donc tu vois, je me souviens que ouais, quand je me suis assis dans ses bureaux, la première fois, c'était quelque chose, tu vois. Ensuite, il y a eu énormément de sportifs qui nous ont aidés en France. Tu vois, Kylian Mbappé, Zidane, qui font partie de l'aventure. Serena Williams aux US, qui a été euh, extraordinaire pour nous aider à signer la ligue de basket. La NBA a négocié, a été assise à côté de nous. Tu vois, elle est investisseur et pareil, en fait, elle est très tournée tech aussi, elle a son fonds. Donc après, voilà, il y a eu énormément d'athlètes dont on a eu la chance d'être accompagnés, quoi. Ok, ça, c'est incroyable. Et du coup, on a beaucoup parlé de comment ça s'est lancé. Mais maintenant, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi Sorare pour les gens qui connaissent pas du tout? Moi, écoute, Sorare, c'est hyper simple. En fait, c'est la rencontre, c'est le mariage entre la collection à l'ère Web3. Donc, en fait, tu collectionnes des cartes des joueurs que tu aimes et le jeu inspiré Fantasy Sport. Donc, Fantasy Sport, c'est quoi? C'était un coach. Donc, tu prends les cartes que tu collectionnes, tu les mets dans une équipe. Et si les joueurs ils sont bons dans la vraie vie, tu vas marquer des points. Donc, si Mbappé il met un triplé, il va avoir un 10 sur 10, enfin, chez nous c'est 100 sur 100 en l'occurrence, et du coup ton équipe elle va être bien classée dans les leaderboards, et du coup tu vas pouvoir gagner des récompenses, que ça soit des maillots signés, des tickets, de l'argent, etc. etc. Tu vois. Donc c'est un peu le mix entre ces deux piliers de la collection et du jeu, avec ce côté que moi j'adore de lien avec le réel, tu vois. Ok. C'est pas un jeu vidéo en fait, c'est un jeu où tu es ancré dans le réel en fait, où tu regardes du coup le sport différemment, avec encore plus de passion. Et à la fin en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est rendre en fait démocratiser le fait de posséder un club, tu vois. Parce qu'en fait dans Sorare, ce que tu fais, c'est ce que tu fais quand tu possèdes un club, c'est-à-dire qu'en fait tu achètes et tu revends des joueurs comme dans un vrai club, qu'en fait tu as une place de marché, tu t'achètes des cartes, tu peux les revendre, et tu peux faire ton équipe, donc tu es coach, tu es un peu directeur sportif parce que tu vas aller essayer de détecter le talent de demain, donc tu fais le scout, et in fine tu es un joueur, quoi. Enfin, tu vois, tu es une partie de l'aventure, donc en fait tu as tous les rôles de quand tu montes un club, et ça c'est quelque chose qui est réservé à une élite de multimillionnaires ou de milliardaires dans l'industrie du sport et qu'on entend démocratiser. Donc chaque carte représente un joueur, c'est ça, est liée à un joueur. Ouais, Chaque carte est un NFT, c'est ça? c'est ça. Et tu peux expliquer c'est quoi un NFT pour les gens qui connaissent pas non plus? Ouais, en fait, un NFT, c'est un moyen d'authentifier et de sécuriser quelque chose de numérique. Donc en fait, c'est une technologie, donc derrière, c'est la blockchain, qui permet de dire, OK, bah là, j'ai la carte Mbappé 1 sur 10. Et en fait, ça, donc, tu vois, les gens te disent, ah, mais je peux la prendre en photo, je peux faire un screenshot, etc. Mais en fait, c'est comme une œuvre d'art. Tu vois, une œuvre d'art, tu as la signature de l'artiste qui derrière va être authentifié par une maison, etc. Et ben en fait, un NFT, c'est la signature de la blockchain qui dit en fait ça c'est la vraie.
et ça a de la valeur parce que nous, on a les licences officielles, parce qu'elle a une valeur dans le jeu, parce qu'il y a le côté rareté, parce qu'il y a le design, parce que tu vois, on a nos équipes en interne qui en font des mini-œuvres numériques, tu vois. Donc tout ça, tout ça pour revenir à ta question, en gros, sur le côté, le NFT, ça authentifie, ça sécurise quelque chose de numérique. Après, nous, on n'est pas dans le business de vendre de la blockchain ou de la techno. En fait, on est dans un jeu. En fait, on fait un jeu de sport pour les fans de sport. Et en fait, tout ça, ça doit être... toute cette complexité-là, on l'enlève, quoi. Donc, en fait, tu peux arriver dans le jeu, tu te rends même pas compte qu'il y a une blockchain dessous, tu vois. Et du coup, dans le jeu, je sais qu'il y a énormément d'engouement et qu'il y a certaines cartes qui sont très très rares et très désirées par les joueurs. Est-ce que tu sais c'est quoi la carte qui a été vendue la plus chère sur la marketplace? Alors, de mémoire, c'est une carte unique. Donc, carte unique, c'est il y a une carte du joueur pour la saison en cours, avec un design particulier. Et avec cette carte, tu peux jouer dans des compétitions très réservées, très VIP. C'est une carte de Haaland qui s'est vendue, je crois, plus de 600 000 euros. Voilà. Donc, ça, c'était la top, Ah, je savais même pas. top carte qui s'est vendue la plus chère. Ouais. Ah, c'est incroyable, ok. Et tu sais si la personne qui l'a acheté, elle l'a utilisé dans son équipe après? La personne qui l'a acheté l'a utilisé. Alors déjà, elle a été achetée pour un montant assez important par un membre de la Enfin, en fait, c'est pas nous qui l'avons vendue, cette carte. Elle a été Ouais, revendue. c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui l'avait acheté, déjà pour une somme très importante, qui l'a revendue pour cette somme-là. Et qu'il a utilisé, ouais, effectivement, qu'il a utilisé derrière dans ses équipes Incroyable. pendant un certain moment. Après, j'ai pas forcément suivi là, son historique récemment, mais oui, il est utilisé dans ses équipes. Ouais. C'est fou. Et dans ce moment-là, tu dois te dire que ouais, bah, ton projet, les gens, ils y croient vraiment. Mais c'est quand le moment où tu t'es dit vraiment, waouh, je pense que ça va être quelque chose d'énorme? Euh, En fait, je reviens quand même au tout début, tu vois. Pour moi, il n'y a rien de plus fort que de sentir les tout premiers utilisateurs quand encore t'es personne, t'as pas les grosses ligues, tu vois, t'as pas l'engouement, t'as pas levé de fonds, etc. Et t'as les tout premiers utilisateurs qui sont un peu aux quatre coins du monde, tu fais des zooms un peu à l'arrache et en fait les gens te disent mais sors le truc vite là, là j'ai envie d'y aller, c'est incroyable et tout. En fait ça m'a donné en fait tu vois une énergie incroyable parce que moi ma conviction c'est qu'il vaut mieux au tout début avoir 10 personnes, puis 100 personnes, puis 1000 personnes qui sont absolument fascinées par ce que tu fais plutôt qu'avoir 100 000 personnes qui sont là. Ok, c'est pas mal, je vais venir un peu, puis il reste 2 semaines, puis ils s'en vont, tu vois. Il faut trouver en fait une espèce de base euh, je suis désolé pour l'anglicisme, mais d'early adopters, tu vois, qui sont des gens qui sont absolument, ouais, absolument fascinés par ce que tu fais et qui ont vraiment, vraiment envie d'engager avec ton produit, quoi. Enfin, moi, dès ce moment-là, je me suis dit, ok, maintenant, faut exécuter, quoi. Faut exécuter la vision sur la dimension partenariat avec les ligues, avec les athlètes, avec les clubs. Faut exécuter sur la vision gaming, sur la vision objet de collection, faut recruter, faut y aller ça va prendre énormément de temps parce qu'en fait nous on crée quelque chose de nouveau, on crée une nouvelle catégorie et c'est aussi quelque chose qui me passionne dans ce que je fais, parce qu'on n'a pas de moi je me retourne pas en me disant tiens je vais aller copier tel concurrent qui a fait ça et je vais prendre les bonnes pratiques, etc. Il n'y a pas. Ça a des avantages, c'est que la taille de ce que tu peux faire, c'est énorme en fait, parce que tu ouvres une nouvelle catégorie en fait, donc tu n'as personne en frontal. L'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs. Tu Mhm. tentes des trucs, tu te rates, et du coup, il faut de la résilience, quoi, tu vois, parce que il y a pas mal de fois dans l'histoire de la boîte où on s'est planté, et puis il y en aura d'autres, et voilà, et on trace notre propre chemin, tu vois. Après ça, du coup, après l'engouement des premiers utilisateurs, tu as réalisé la plus grosse levée de fonds de l'histoire de la tech française avec 680 millions de dollars. Mais avant, est-ce que tu peux juste m'expliquer pourquoi une société qui se lance, elle a besoin d'une levée de fonds et comment ça se passe? Alors, une société qui se lance, elle a besoin de lever de fonds pour constituer son équipe d'abord, tu vois, parce que ta société, elle sera jamais aussi forte que la force de tes associés du début et de tes 10 premiers
10 premiers employés, tu vois. Et on dit souvent, il suffit d'une erreur, 1-2 erreurs dans les premières recrues pour, tu vois, pour planter une histoire. Donc c'est hyper important, voilà, de construire son équipe et de passer tout le temps qu'il faut pour construire ton équipe au démarrage. Après, nous en particulier, en fait, on avait besoin de lever beaucoup d'argent parce que on a cette dimension, on a des partenariats avec les ligues. Et nous, en fait, c'est un bien unique, en fait. Il y a pas, à partir du moment où il y a eu de l'engouement pour notre projet, on a eu de la concurrence, donc d'autres acteurs qui ont voulu avoir les mêmes droits que nous. Donc ça fait monter un petit peu les enchères. Donc nous, on a voulu s'armer pour être présent tout de suite sur toutes les meilleures ligues de sport, d'abord dans le foot, mais aussi aux US, tu vois, parce qu'on avait tout de suite une ambition, une vocation globale. Donc il a fallu s'armer, en fait, pour cette bataille. Et c'est pour ça qu'on a levé des montants importants, quoi. Et tu as beaucoup d'expérience dans les levées de fonds. Donc, les levées de fonds, c'est aller chercher de l'argent auprès d'investisseurs extérieurs au projet, c'est ça? Pour soutenir la croissance de la startup. C'est ça. Comment ça se passe déjà quand tu fais un rendez-vous pour lever des fonds avec quelqu'un? Et à ton avis, qu'est-ce que les investisseurs recherchent pour pouvoir accepter de donner comme ça de l'argent? C'est une très bonne question. Effectivement, on a fait des levées de fonds conséquentes. On a aussi fait des petites levées de fonds. J'ai fait des levées de fonds dans des moments où personne ne voulait nous donner l'argent. J'ai fait des levées de fonds dans des moments où tout le monde voulait nous donner l'argent. Ce qu'un investisseur recherche, c'est quoi? C'est déjà, en fait, une vision, un peu un pas de côté, je pense, sur la vision du monde ou d'un secteur qu'ont la plupart des gens. Donc il essaie de comprendre tu vois, qu'est-ce que l'entrepreneur a vu que les autres n'ont pas vu et où est-ce qu'il veut amener la boîte sur le moyen long terme. Je pense que ça c'est une première chose. Il veut s'assurer, après, je pense, je te parle du début, hein, lever de l'argent au tout début de l'histoire, tu vois. Après, on pourra parler du reste, mais au tout début, donc je pense qu'il cherche ça. Je pense que derrière, il cherche à s'assurer de la qualité de l'équipe. Donc, en fait, est-ce que les fondateurs, ils sont équipés pour s'attaquer, en fait, à ce qu'ils ont en phase 2? Et je pense que le meilleur indice pour s'assurer que les fondateurs ils sont équipés, surtout pour les fondateurs dont c'est la première expérience, comme c'était mon cas, c'est de voir la rapidité à laquelle l'équipe d'entrepreneurs délivre. Tu vois. Et délivrer, ça ne veut pas forcément dire réussir. Mais c'est quoi la rapidité à laquelle tu tentes des choses? Tu fais des expérimentations et tu vois, et tu apprends, en fait, de ton secteur et tu apprends de ta catégorie. Et je pense que c'est critique et c'est d'ailleurs assez compliqué à garder au fil du temps, tu vois. Et c'est quelque chose sur lequel au quotidien je me bats et je devrais pendant des années continuer à me battre. Comment on fait pour garder cette agilité des débuts en grandissant, quoi. Parce que sinon tu t'ossifies et tu meurs. Donc en fait, je dirais que c'est ces trois choses qu'un entrepreneur, qu'un investisseur va regarder. En tout cas, un investisseur avec qui moi j'aurais envie de m'associer, de travailler, tu vois. Parce que toutes les questions au début de taille de marché, de business plan, tout ça, c'est du bullshit, en fait. Enfin, tu vois, si tu as une bonne équipe avec une vision solide et qui va très, 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 très vite, ils vont réussir au bout d'un moment à pivoter, à naviguer et à trouver, en fait, le truc qui va faire que ça va décoller à un moment donné. Donc ouais, je résumerais ça comme ça. Ouais, je suis content que tu parles de cette histoire de rapidité parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui différencie deux personnes qui se lancent dans des projets semblables. C'est ceux qui vont plus vite, en général, c'est toujours ceux qui arrivent à construire en premier. Donc, Ouais, effectivement, c'est aussi un moyen, effectivement, de dépasser la concurrence, parce que c'est vrai qu'on a, avec le recul, tu dis, ouais, enfin, Sorare, ils ont une idée, etc. Mais en fait, des gens qui ont voulu faire ce qu'on a fait, il y en a eu des dizaines. Enfin, il y a des dizaines d'équipes qui tentaient ce qu'on a tenté. Alors, pas exactement au moment, certaines sont lancées avec quelques semaines, quelques mois ou quelques années de retard, mais oui, et je pense que notre capacité d'exécution, que ce soit d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue, technique produit, mais aussi d'un point de vue des partenariats, a fait une grosse différence. Ouais. C'est ce que je disais avec mes amis, le plus important, c'est pas d'attendre d'être prêt, d'attendre d'avoir les fonds,
d'attendre d'avoir l'idée. L'important, c'est de commencer. Et L'important, c'est voilà, de c'est ça. commencer. Non, mais je pense que c'est une très bonne, c'est un très bon point. Je pense que je dis souvent aux entrepreneurs que j'accompagne, aux projets dans lesquels j'investis, c'est que si quand tu te lances, tu es hyper fier de ton truc, c'est parfaitement polish, c'est parfait, etc., tu as trop attendu. En fait, Ok. quand tu te lances, il faut être légèrement inconfortable en fait, avec le produit que tu lances. Alors évidemment, il ne faut pas lancer une grosse bouse qui est absolument pas utilisable et voilà, mais il faut que ce soit, voilà, faut pas que tout soit parfait, sinon ça veut dire que tu as trop attendu et tu as raté des cycles d'apprentissage en fait avec tes utilisateurs potentiels, quoi. Une des premières personnes à t'avoir soutenu, c'est Xavier Niel. Est-ce que tu as appris quelque chose auprès de lui? Alors d'abord, je pense que sans lui, la scène tech française ne serait absolument pas ce qu'elle est aujourd'hui, tu vois. Et je pense que, enfin, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui lui doivent beaucoup. Euh, qu'est-ce que j'ai appris? Bah, déjà, en fait, c'est un soutien permanent, tu vois, dans les moments de succès, dans les moments plus difficiles. C'est quelqu'un qui est toujours présent. Il est légendaire pour sa réactivité, tu vois. Il répond, je crois, quasiment à tous ses emails. Et, enfin, ça, c'est vraiment un truc que j'ai pu vérifier, tu vois. Il est présent et très réactif quand tu as besoin de lui. J'ai appris le sens le goût, le sens et le goût du risque, tu vois, avec lui. Et le fait que, tu vois, il lance un nombre incalculable d'initiatives qui sont toutes plus ambitieuses les unes que les autres. Et en France, il est un des rares entrepreneurs qui parle de ses succès, mais qui parle aussi de ses échecs et qui démocratise le fait de pouvoir se planter, tu vois, qui est quelque chose qui est, tu vois, quand tu regardes aux États-Unis, est regardé très différemment, tu vois, de ce qui est le cas en France. Donc ouais, le goût du risque, c'est quelque chose, et l'envie d'entreprendre et surtout, en fait, de construire, de pas avoir peur d'avoir des ambitions globales, tu vois. C'est des choses que j'ai, on va dire, consolidées grâce à lui, quoi. Je suis content que tu parler de ses échecs parce que je voulais te demander, nous on voit du coup bah, une société qui explose, qui fait des grosses levées de fonds, etc. Mais est-ce que ça cache des moments plus difficiles, des choses plus sombres? C'était quoi pour toi le moment le plus difficile de ta carrière? Ouais, effectivement, non, il y a eu plein de moments, il y a eu plein de moments difficiles. En fait, comme je te disais tout à l'heure, nous, on crée une nouvelle catégorie. Donc, en fait, on n'est pas en train de copier quelque chose qui a marché pour une autre société dans un autre pays. Du coup, ça veut dire qu'on se trompe, tu vois. Ça veut dire qu'on se trompe notamment sur le produit, tu vois, et sur l'expérience qu'on délivre. À la base, on est parti d'un postulat où, tu vois, sur Sorare, tu achetais tes cartes et tu pouvais, en fait, avec les mêmes cartes, tu pouvais jouer les mêmes compétitions pour toujours et gagner les mêmes récompenses, tu vois, des grosses récompenses, comme je te disais tout à l'heure, des maillots signés, du cash, etc., etc. Et en fait, au bout d'un moment, on se disait que ce modèle, en fait, où il n'y a pas forcément trop d'intérêt à racheter des cartes toutes les saisons, en fait, il n'était pas soutenable. Pour nous, en tant que business, il ne pouvait pas passer à l'échelle. Et donc, l'été dernier, on a fait évoluer le modèle, tu vois, où en fait, maintenant, tu as un mode de jeu pour les cartes de la saison en cours. Et tu peux continuer à jouer avec tes cartes que tu avais achetées avant, sauf qu'avec ces cartes que tu avais achetées avant, tu peux gagner des cartes de la saison en cours. Donc ça fait une boucle comme Ok. ça, où avec les vieilles cartes, tu pouvais gagner des nouvelles cartes, et avec les nouvelles cartes, tu peux gagner les top lots, si tu veux, tu vois. Et en fait, ça a été dur parce qu'en fait, moi, j'ai lancé le projet sur, tu vois, sur une proposition de valeur, sur un thème. Et tu as une communauté qui était là autour de ça. Et tu as dû faire évoluer quand même le produit de manière assez significative vers quelque chose qui va nous amener beaucoup, beaucoup plus loin, mais qui peut être difficile pour les gens qui étaient là depuis le début. Donc ça a été compliqué. On a essayé d'être hyper transparent dans la manière de l'expliquer, hyper, tu vois, de faire ça au mieux, tu vois, pour la communauté, puisqu'on on est rien sans eux. Mais ça a été dur, tu vois, personnellement, et pour les équipes, tu vois, de penser ça et de basculer. Et après donc ça a été une chose. Et après, je dirais, bah, tu fais des erreurs, ouais, niveau produit, tu fais des erreurs. Après, tu fais des erreurs aussi quelquefois humaines, hein. Tu vois, il y a des personnes où tu t'aperçois que c'était pas forcément le bon fit, le bon recrutement. Donc, bah, tu recrutes. Malheureusement, tu dois aussi te séparer de certaines personnes. Et comme dans tout, la rapidité de la prise de décision, en fait, elle est vraiment, vraiment, vraiment critique.
Moi, je suis persuadé que voilà, les sociétés, qu'à un moment donné, ralentissent, voire meurent, pas parce qu'elles ont pris trop de mauvaises décisions, mais parce qu'elles ont trop attendu pour en prendre certaines difficiles. Et donc, en fait, il faut, sur tous les sujets, prendre des risques. Et puis, dès que tu as une intuition en tant qu'entrepreneur assez forte, tu n'auras jamais tous les points de données pour être sûr que c'est le bon move, mais il faut y aller, quoi. Voilà. Est-ce que c'est plus dur d'engager la bonne personne ou de se séparer des mauvaises personnes? Alors, c'est une très très bonne question, on ne l'avait jamais posée. Euh, je pense que c'est beaucoup plus dur de recruter la bonne personne. Je pense que c'est plus dur parce que tu n'as pas beaucoup de temps en fait. Tu vois, tu n'as pas beaucoup de temps pour apprendre à connaître quelqu'un. Et du coup, et puis tu as des métiers, tu as des personnes qui savent mieux se vendre que d'autres, tu vois. Et donc, il faut super bien structurer ton process. Il faut beaucoup s'appuyer aussi à partir d'un certain niveau de seniorité sur en fait les références, donc appeler des personnes avec qui la personne a travaillé, etc. Parce que finalement, c'est elles qui connaissent beaucoup, beaucoup mieux la personne que toi. Et tout ça, ça prend du temps. Euh, alors que malheureusement, se séparer d'une personne, au bout d'un moment, et finalement assez rapidement, ça te paraît assez évident s'il y a pas un fit. Tu vois. Donc ouais, c'est beaucoup plus dur de Ok. recruter, je dirais. Et est-ce que tu as une espèce de culture d'entreprise que tu essaies de maintenir? Alors, la culture, je dis souvent, c'est les actes, et ça passe par, tu vois, les actes des fondateurs, tu vois, qui doivent être des modèles. Donc, ça, c'est la première chose. C'est pas, t'as beau écrire des choses sur un papier, à la fin, tu vois, c'est comment tu te comportes en tant qu'être humain, en tant qu'organisation. Après, on a des valeurs, tu vois, qui nous servent à recruter et à Mhm. savoir les profils qu'on veut cibler pour le coup qu'on a écrit, qui nous servent aussi à évaluer la performance des employés. Donc on a cinq grosses valeurs et on passe les recrutements, l'évaluation de la performance au prisme de ces valeurs. Tu vois. Ok, donc tu essaies de recruter des personnes qui ont déjà la mentalité que tu recherches, Exact. plutôt que de changer des personnes que tu ramènes dans l'entreprise. Ouais, je pense que ça, c'est un gros apprentissage, tu vois. Je pense qu'il y a je pense qu'il y a il y a des environnements, il y a des entreprises où, tu vois, quelqu'un qui est resté 6, 7, 8 ans dans une entreprise dont je sais que la culture, c'est pas exactement la même que la nôtre. C'est pas quelqu'un qui est, entre guillemets, c'est quelqu'un qui va pas marcher chez nous, tu vois. Donc je vais pas forcément aller cibler dans cette culture-là. Alors que si je sais que, tu vois, je te parlais des valeurs, une de cinq valeurs, c'est run fast, tu vois. Donc, ça fait le lien avec la conversation qu'on avait juste avant. Voilà, si je sais qu'une personne a passé une partie importante de sa carrière dans une entreprise qui est pas forcément connue pour prendre beaucoup de risques ou pour aller très vite, je me dis bon, bah, ça va être très très difficile pour la personne de s'adapter à notre environnement, quoi, par exemple. Ok, ok. Quand tu as décidé que Kylian Mbappé serait le visage de Sorare, comment ça s'est passé déjà pour rentrer en contact avec lui? Bah écoute, déjà, c'est pas moi qui l'ai décidé, on l'a décidé ensemble, tu vois, mais je pense euh, on partage des choses, tu vois, et il m'inspire beaucoup parce il a pas peur d'exprimer ses ambitions, tu vois, et c'est pas toujours bien vu en France, en fait, tu vois, de dire que tu vas être le meilleur, de dire que tu as des ambitions mondiales, etc. Et en fait, il fait ça avec beaucoup de transparence, tu vois. Donc, et il a toujours aussi eu à cœur de ne pas rester entre guillemets qu'un athlète, de prendre des positions à côté, de prendre des risques dans le business aussi. Donc nous, on a été la première startup dans laquelle il a investi, mais tu vois, il a d'autres projets. Donc voilà. Après, il a aussi la chance d'avoir un entourage de Mhm. très très grande qualité. Donc on a pris contact avec son entourage et puis voilà, petit à petit, ça a été beaucoup beaucoup de conversations, de s'assurer que voilà, on partageait la même vision pour ce qu'on allait faire avec le produit, pour ce qu'on allait faire à côté aussi, dans l'impact qu'on voulait avoir. Et c'est comme ça que ça s'est fait petit à petit, quoi. Il y a beaucoup de gens pour qui fréquenter ces grands sportifs, ces grands événements, c'est le succès. Mais pour toi, c'est quoi la définition du succès? Hmm.
Je dirais qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau, et ça commence toujours là, il y a un niveau sur les fans. Enfin, les fans de sport et finalement le plaisir que tu vas leur donner, tu vois, l'engagement, la passion qu'ils vont avoir avec ton produit, ce qu'ils peuvent ressentir comme émotion qu'ils ne ressentent pas ailleurs. Je veux dire, ça doit commencer et finir là, tu vois. Mhm. Donc ça c'est le premier, c'est le truc, c'est le truc qui m'anime, tu vois, c'est de voir la passion. Après le deuxième, je dirais que c'est l'impact que tu peux avoir en termes de création d'emplois, tu vois, l'impact que tu peux avoir sur la société en créant des succès, qui derrière, et c'est le troisième point, j'espère à mon humble niveau, participer à faire un peu bouger les mentalités sur l'entrepreneuriat, sur la prise de risque dans un pays, même un continent que je considère être assez averse au risque, Mhm. voire très averse au risque. Donc ça, c'est quelque chose, encore une fois, et c'est un truc qui me fait vraiment chaud au cœur, tu vois, quand voilà, toutes les semaines, il y a des entrepreneurs tu vois, qui me disent, OK, en fait, merci, ça m'a aidé de t'écouter là ou de voir ce que tu as fait là parce que voilà, ça m'a inspiré pour tenter quelque chose. Donc pour moi, c'est ça le succès. En fait, c'est exactement ce que j'allais dire. Je vais dire, je parle pas d'argent parce que je pense que si tu entreprends pour gagner de l'argent, dans la tech en tout cas, t'es fou en fait. Parce que juste les probabilités sont contre toi, tu vois. Enfin, il y a une boîte sur 100 qui a le succès attendu. Donc si tu fais ça uniquement pour ça ou si c'est ta motivation première, il vaut mieux pas le faire, tu vois. Il y a des moyens, je pense, plus sûrs que monter une startup si vraiment ta motivation première c'est de gagner de l'argent. Évidemment que je veux le succès, évidemment que je voulais gagner de l'argent, évidemment que je veux que mes employés gagnent de l'argent. C'est pour ça qu'ils sont tous actionnaires de la société, tu vois. Mais voilà, je pense pas que ça peut être, enfin en tout cas, moi ça n'a jamais été ma motivation première et je pense que il y en a plein qui montent des boîtes et c'est leur motivation première et ça marche et c'est faire. Je pense que les plus gros succès dans la tech, c'était pas forcément des gens qui voulaient forcément devenir très riches, tu vois. Je pense que c'est des gens qui étaient animés par un désir très fort de faire bouger les lignes, qui avaient une vision, une mission et qui étaient prêts à tout pour l'exécuter, tu vois. Et une conséquence de savoir identifier des opportunités et d'y aller avec beaucoup de passion fait que derrière, en fait, tu peux avoir des retombées économiques, mais je pense, ouais, en tout cas, c'est pas, pour moi, c'est plus une conséquence qu'une définition du succès. Ok. Donc ta définition du succès, elle n'a pas changé. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ton quotidien, dans ta routine, ta manière d'approcher chaque jour? Qu'est-ce qui a changé? En fait, je dirais presque qu'au fur et à mesure des années, je reviens de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus aux fondamentaux, sur mon quotidien, tu vois? Vraiment sur mon quotidien qui sont essayer de bien dormir, essayer de bien manger, essayer de faire du sport, essayer de prendre soin de tes proches, de ta famille, de passer du temps avec eux, et bien sûr, garder un temps significatif pour développer la boîte, et avec beaucoup de focus et beaucoup d'intensité. Mais en fait, si tu oublies ça, je pense qu'au bout d'un moment, tu te perds, tu vois? Et tu vois, tu pas à être aussi bon, tu vois, que tu le voudrais dans ton aventure entrepreneuriale. Et tu peux être déséquilibré sur des périodes courtes de temps. Tu peux t'envoyer des sprints de 3 à 6, 9 mois. Tu peux t'envoyer un 2 ans où tu fais que ça et tu vois, tu te fais des journées incroyables, et je l'ai fait. Mais je pense que sur le long terme, en fait, je pense que la majorité des gens ont quand même besoin d'un certain équilibre et tu vois, l'équilibre, il passe aussi par savoir revenir aux fondamentaux, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que même moi qui suis pas du tout dans la même situation que toi, j'ai beaucoup de mal à pas travailler tout le temps, à m'arrêter de travailler, de penser à ce que j'ai à faire. Est-ce que c'est dur pour toi aussi de couper et de profiter de ta famille, par exemple? C'est Ouais, c'est très dur. En fait, j'allais dire juste avant, un de mes gros apprentissages, c'est apprendre à dire non. Et en fait, le défaut quand tu montes ta boîte sur les premières années,
Dès que quelqu'un s'intéresse à toi, un employé te contacte, un potentiel partenaire te contacte, un média te contacte, t'as envie de dire oui à tout le monde. Ah, mais, et ça dure très longtemps, tu vois. Et je pense que l'absence de focus et de priorité, de sens des priorités, t'empêche de progresser, toi personnellement, et empêche ta société de progresser. Et c'est quelque chose que je dis souvent à mes équipes aussi, parce que ça ne me touche pas que moi, ça touche tout le monde. Si tu dis pas non à une grande majorité des opportunités qui sont OK pour te consacrer sur les 2-3 choses qui vont vraiment changer la direction, la trajectoire de la boîte, c'est pas bon, tu vois. Et c'est vrai pour un manager, c'est vrai pour un contributeur individuel. Donc ces capacités à dire non, à prioriser. Il n'y a pas une seule journée depuis que j'ai lancé Soar sans que j'ai pensé ou bossé d'une manière ou d'une autre. J'allais dire, j'essaie de réfléchir en fait en termes d'amplitude, mais je sais pas, j'arrive à sortir Soar de ma tête, je pense, max 3-4 heures d'affilée. Ok. Et encore, je suis sûr que je rajoute un peu. Ça revient toujours. Ça revient toujours. Et en fait, c'est pas lié à la taille je pense que c'est même pas lié à la taille des équipes, à la taille du business, à quoi que ce soit. Je pense que c'est le cas de beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, tu vois, dans tous les secteurs d'ailleurs, que ce soit tech ou pas tech. Je pense que c'est très dur. Je pense que c'est pour ça que c'est d'autant plus important de choisir en fait une voie qui te passionne, tu vois, où tu t'épanouis au quotidien, parce que sinon ça te fatigue. Euh, donc voilà, faut réussir à trouver ça, parce que sinon c'est très très compliqué, quoi. Donc je suis pas du tout un adepte de splitter, de couper en deux. Je peux être capable de travailler beaucoup le week-end et puis en revanche sur une journée en semaine de prendre un peu de temps pour mes enfants. Tu vois, demain, en début de matinée, je vais accompagner ma fille sur une sortie scolaire. Mais je pense que c'est cool. Et après, peut-être que je vais bosser tout samedi, tu vois. Et voilà. Mais je trouve mon équilibre comme ça. Et les deux s'imbriquent très bien. Donc du coup, tu as parlé de cette capacité de couper que tu as maintenant, mais tu as aussi parlé de cette période où tu t'es complètement donné au travail. Donc tu as besoin de faire des sacrifices finalement pour mener un projet aussi gros à bien. C'est quoi le plus gros sacrifice que tu as fait pour créer Sorar? En fait, je pense qu'il y a t'as différents piliers en fait dans ta vie. Ta vie, toi en fait, ton perso, tu vois, tes passions, ton équilibre perso, etc. euh, Ta famille, ta vie professionnelle, euh, tes amis. Et en fait, moi, comme je te disais tout à l'heure, quand j'ai commencé Sora, j'avais déjà commencé à fonder une famille. Donc ça, c'était un pilier qui était existant, que je ne pouvais pas repousser. Et en fait, je trouve que aller à fond sur être présent pour ta famille, être à fond pour ton aventure professionnelle, essayer de ne pas t'oublier toi, c'est-à-dire dormir un minimum, faire un peu de sport, etc. Et avoir une vie amicale, sociale très développée. Je pense que faire tout ça en même temps, c'est impossible. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas réussi. Enfin, je pense que c'est très difficile. Il y a des gens qui arrivent. En fait, c'est impossible pour moi, hein, bien sûr. J'ai pas craqué ça encore. Donc, mon sacrifice, c'est un peu ma vie amicale et sociale, tu vois, qui s'est réduite, tu vois. Donc, je fais moins. J'ai pas été aussi présent que j'aurais toujours voulu l'être pour des amis ou même des amis proches, tu vois. Et donc ouais, ça a été un sacrifice. Il y a aussi eu des moments qui ont dû être assez compliqués, même pas à titre personnel. Il y a eu une période où la plupart des projets NFT, ils ont vu leur valeur baisser de 90% presque. Est-ce que à ce moment-là, tu t'es dit que ça pouvait impacter Sorar et peut-être que même que c'était la fin de Sorar? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, dès le début, on s'est dit, en fait, il faut qu'on arrive, il faut pas qu'on soit complètement lié au marché crypto ou au marché NFT, tu vois. Il faut que le succès
de la société, elle soit liée à notre capacité à faire un bon produit, qu'elle soit liée au sport et qu'elle soit liée à notre jeu. C'est pour ça que dès le début, en fait, tu vois, on a travaillé pour abstraire la complexité, pour que tu puisses venir acheter des cartes avec ta CB comme dans n'importe quel jeu, tu puisses déposer de l'argent, enfin des euros sans forcément avoir des cryptos, etc. etc. Donc assez rapidement, en fait, on s'est décorrélé et en fait, on a moins été sensible à ces variations-là, ce qui n'empêche pas que le boom des cryptos et des NFT ont boosté en fait beaucoup la valorisation des cartes sur Sorare, donc qu'il y a eu une baisse en conséquence par la suite. En fait, c'était monté à des niveaux tellement extraordinaires qu'en fait, c'était pas sain. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, on est sur des niveaux de prix qui sont beaucoup, beaucoup plus sains, ou quelqu'un qui arrive, tu vois, qui veut s'acheter quelques cartes de son club de cœur en Ligue 1, bah, en fait, voilà, c'est redevenu quelque chose d'abordable. Et nous, c'est ce qu'on a toujours voulu faire, tu vois, c'est d'avoir un produit qui a le potentiel de toucher le plus grand public. Après, comme je te disais, c'est en fait, tu es aussi impacté par des forces de marché qui te dépassent, hein. Donc, je ne vais pas te dire que tout ça, ça a été prévu, calculé, etc. Voilà, on a bénéficié d'un boom à un moment donné. D'ailleurs, voilà, ça nous a aidé, notamment à signer des partenariats, à lever des fonds, etc. Voilà, aujourd'hui, on est sur un modèle, là, après tu vois, l'évolution produit dont je te mentionnais qu'on a eu à l'été dernier, qui est beaucoup plus sain et sur lequel on peut construire sur des fondamentaux beaucoup plus solides, quoi. Du coup, bah, tu as réussi à faire évoluer Sorare. Et tout à l'heure, tu m'as parlé de Piqué, qui était là au début du projet, et qui est maintenant super impliqué dans la Kings League. Oui. Est-ce que tu penses que ce genre de projet, c'est l'avenir du sport? Alors, je pense que Gérard Piqué, il a vu quelque chose de fondamental dans le changement changement de consommation sur la manière dont les nouvelles générations consomment le sport, pardon. Il a vu quelque chose qui évoluait, où en fait, t'asseoir 90 minutes devant un match de foot ou quelque autre match que ce soit, c'est plus forcément la norme. Tu as besoin de formats avec un peu plus de punch. Ouais, un peu plus de fun, tu vois, de formats qui soient peut-être un peu plus adaptés aussi au stream. Et je pense qu'il a capté ça. Après, moi, je pense il cartonne. Enfin, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire dans différents pays, etc. L'avenir nous dira comment ça se positionne. Moi, je pense qu'il n'est pas en train de concurrencer une ligue X ou Y. Il est en train de créer quelque chose de nouveau qui va avoir son audience et qui va croître en fait au fil du temps. Et ouais, c'est assez génial. Ouais. Il y a beaucoup d'évolutions du coup dans le monde du sport, mais aussi dans le monde de l'entrepreneuriat. Tu as été impliqué dans une société qui était basée beaucoup autour de l'IA avant Sorare, il me semble. Oui. Euh, Tu penses que l'IA, ça va changer quoi dans le monde de l'entrepreneuriat? Alors en fait, je pense que ça va révolutionner différents secteurs, mais dans des magnitudes qui sont très différentes. Pour te parler de choses concrètes, tu vois, chez nous, chez Sorare, c'est déjà très utilisé en tant qu'appui sur la manière de coder, de développer. Il y a pas mal d'outils qui sont utilisés par les équipes engineering, les équipes techniques, tu vois. C'est utilisé par les équipes design pour s'inspirer. Donc c'est pas encore, tu vois, c'est pas des choses qu'on va générer et utiliser, c'est pas du tout au niveau. Donc en revanche, pour s'inspirer, un début de process créatif, c'est bien pour les équipes design. Je sais que les équipes marketing aussi peuvent avoir recours à l'IA. Demain, ça peut même être peut-être utilisé en inspiration pour définir de nouveaux jeux, de nouvelles règles du jeu, etc. Je sais qu'un cas d'usage qui vraiment prend de l'attraction, c'est surtout ce qui est support, tu vois, pour aider en fait les humains sur des réponses plus précises, plus rapides en fait à des membres de la communauté. Donc voilà, je pense que en fait, en tant qu'entrepreneur, il faut se poser des questions
il faut déjà être les mains dans le cambouis. Je pense que ça sert à rien de lire il faut tester, tu vois? Faut tester, faut comprendre, d'un point de vue fondamental en essayant de se rapprocher de la source du savoir. C'est-à-dire, c'est bien de lire des blogs, c'est bien d'écouter des podcasts, mais en fait, si tu veux comprendre, mais c'est ce que j'avais fait à l'époque dans la crypto et c'est vrai maintenant, dans l'IA aussi, il faut aller lire les papiers. Enfin, si tu veux comprendre le Bitcoin, déjà commence par lire le white paper de Satoshi, va à la source. Alors, quand je l'ai lu pour la première fois, il y a 90% des trucs que j'y comprenais rien, tu vois. Mais derrière, en fait, tu rentres dans les point par point et tu essaies de comprendre. Donc, il faut essayer de comprendre, il faut essayer, il faut avoir les mains dans le cambouis. Et il faut essayer de voir comment pragmatiquement ça peut répondre à un besoin utilisateur. Alors utilisateur final ou utilisateur intermédiaire si tu es en B2B, tu vois. Mais il faut avoir une approche pragmatique, tu vois, de la technologie et pas faire de la technologie pour faire de la technologie. Parce que voilà, si tu fais ça, tu risques de mettre juste des couches de techno pour des trucs qui sont pas forcément, où il n'y a pas forcément besoin, tu vois, où il y a possibilité de faire mieux autrement, quoi. Dans ce contexte d'évolution des techniques via l'IA, d'évolution du sport comme avec la Kings League, comment toi tu vois l'évolution de Sorare? C'est une très bonne question. Nous, écoute, c'est notre mission sur là, les 18 mois à venir, elle est assez simple. On est en train de créer une machine marketing pour être dans la conversation sport. Donc, l'idée, c'est d'envoyer des centaines de vidéos tous les mois. Alors, on n'y est pas encore, mais on y arrivera pour faire, tu vois, pour développer en fait ta propre voix, ton propre média. Donc on a un studio en interne, on s'appuie aussi sur pas mal de créateurs autour de nous. Donc ça c'est pour nous aider en fait à grossir d'un point de vue du nombre d'utilisateurs notamment. Après le deuxième pilier, c'est simplifier en fait le passage au fait de devenir le fameux propriétaire d'équipe. Donc en fait avoir des offres où tu peux te lancer, tu vois, tu peux avoir peut-être un pack de cartes ou achète une carte, on t'en prête 4, des moyens de jump in en fait qui sont plus faciles. Et puis après, le troisième pilier, c'est une expérience qui est encore plus fun autour de la carte de collection. Donc, tu vois, là, en décembre, on avait un calendrier de l'Avent avec pas mal de cartes édition limitée. En janvier, on fait des cartes célébration spéciales avec des célébrations connues de joueurs. On va faire des collabs avec des artistes, ainsi de suite. Donc, travailler en fait la carte qui est au centre finalement de tout ce qu'on fait. Ça, c'est un troisième gros enjeu. Donc ça, c'est un peu 12-18 mois, les trois gros piliers sur lesquels on bosse. Et après, à plus long terme, la vision, c'est en fait, le sport, c'est social par nature. C'est ce qui nous rassemble, tu vois. Il n'y a rien de mieux pour nous rassembler, pour casser les barrières sociales et pour rassembler les gens à travers le monde. Et du coup, moi, un des trucs qui me rend le plus fier avec Sorare, c'est de voir des gens qui n'ont rien en commun, dans des pays qui n'ont rien en commun, se parler, se rencontrer, faire des meet-up. Tu vois, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'il n'y a pas un meet-up où les gens se rencontrent dans la vraie vie alors qu'ils sont rencontrés sur la plateforme. Donc on veut accentuer ça, on veut accélérer, on veut créer je veux dire, approfondir la partie sociale dans Sorare, donc pouvoir jouer avec tes potes, pouvoir parler à tes potes, tu vois, pouvoir voir ce que font tes potes sur la plateforme. Ça, c'est quelque chose sur lequel on va beaucoup insister. C'est un premier pilier sur le plus long terme. Et le deuxième pilier, c'est en gros, quand tu possèdes une carte réellement, avec une carte Sorare, tu peux la revendre, donc tu peux la trader donc, sur la marketplace. C'est top comme proposition de valeur par rapport à, tu vois, quand tu dépenses de l'argent dans un jeu traditionnel où tu peux pas revendre tes items de jeu. Mais le deuxième point, c'est que tu peux aussi utiliser ta carte ailleurs. Donc tu peux l'utiliser dans le jeu Sorare, mais tu peux l'utiliser dans d'autres jeux à côté. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a envie de pousser en fait. On a un écosystème de créateurs de jeux, petits ou gros à côté, dont on va favoriser le développement. Tu peux pense comme un Sorare Store, tu vois, où tu pourrais jouer le jeu Sorare original qu'on a, Sorare Pro et un écosystème de jeux tout autour. Donc ça c'est un autre pilier de croissance sur lequel on va travailler cette année. J'y pense, mais est-ce que c'est possible de détruire une carte dans le jeu? C'est pas possible de détruire une carte dans le jeu. C'est possible de revendre une carte dans le jeu pour le prix que tu veux. C'est possible de donner une carte dans le jeu.
C'est pas encore possible de détruire une carte dans le jeu. C'est pas impossible qu'on réfléchisse en fait à ça, mais bon, c'est pas voilà, c'est pas non plus Pas de grand intérêt. un cas, voilà, c'est pas un cas d'usage hyper développé non plus. Ok, ok. Mm. Du coup, tu as énormément d'expérience dans la création d'entreprise maintenant, je pense qu'on peut le dire. Et vu que c'est bientôt la fin du podcast, j'aimerais te poser des questions un peu pour trouver des conseils pour les gens qui veulent aussi un peu se lancer. Déjà, est-ce que tu penses que le succès de Sorar, il est dû à une seule grande décision qui a tout changé, ou plutôt à une série de petites décisions? C'est une très bonne question qui va toucher sur ma vision de l'entrepreneuriat et du succès, qui est, il n'y a pas une décision, il n'y a pas un truc qui, tu sais, souvent on raconte des histoires de turning point. Moi, euh, je pense que le succès d'une entreprise, il est très intimement lié à sa capacité à faire à tenter le plus de choses possibles dans une certaine unité de temps. Tu vois. Tu prends une semaine, regarde tes équipes marketing, comment elles ont tenté tes trucs, regarde tes équipes produits, comment elles ont tenté tes trucs, et au bout d'un moment, si tu développes ce muscle, évidemment avec un certain niveau de qualité, de développer beaucoup dans une unité de temps resserrée, ah bah, tu vas augmenter tes probabilités de succès à tous les niveaux. Donc, je pense que... Et ça, c'est une réalisation que j'ai eue en chemin. C'est pas quelque chose que j'ai... Tu vois, et c'est quelque chose qu'on est nous-mêmes en train de construire. Je considère qu'on est en train de construire la machine en ce moment. Ça a été très flatteur en me disant que j'avais beaucoup d'expérience. Moi, je considère que je suis un débutant à plein d'égards. La boîte, elle vient d'avoir 6 ans. Je considère qu'il faut 8 à 10 ans pour établir réellement un business. Et donc, voilà, cette capacité à itérer, à aller vite, à prendre des risques, à rater beaucoup, mais à apprendre. Et c'est ça pour moi qui fait l'essence du succès plutôt qu'une ou deux grosses décisions. Ça me fait penser à une analogie que j'aime bien. C'est que si les tickets de loterie à gratter étaient gratuits, combien t'en gratterais par jour? Et en fait, toutes ces choses que tu essayes, finalement, bah, c'est des tickets de loterie. Ouais, Et qui, au final, il y en a un qui sera gagnant et qui te permettra d'avancer. exactement. Ok. Et bref, c'est intéressant. Si là, maintenant, tu pouvais remonter le temps et te revoir toi il y a 7 ans avant de créer Sorar, quel conseil tu te donnerais? Je me donnerais le conseil suivant, passe plus de temps à construire la boîte et moins de temps à travailler dans la boîte. Je vais définir. Mais en fait, construire la boîte, c'est construire la fameuse machine dont je te parlais juste avant, la machine, le modèle opérationnel pour expérimenter, pour itérer, etc. Euh, je pense que quand tu te lances sur les premières années, tu fais plein de choses et tu vois, en tant qu'entrepreneur, fondateur, tu contribues en fait. Tu vois, tu es très dans l'opérationnel. Il y a besoin que tu aides les équipes et il y a une ou deux choses que tu fais bien et tu dois les faire à fond et c'est normal. Et en fait, je pense qu'il faut quand même trouver un équilibre pour réussir à poser des systèmes, poser des processus légers, tu vois, mais des rythmes, des habitudes de travail. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec mon associé ces 12 derniers mois. Et on a encore beaucoup de travail. Et je pense que, enfin, on commence à voir que c'est en train de payer et ça va payer de manière exponentielle dans les mois et les années à venir. Et je pense que quand c'est la première fois que tu montes ta boîte, c'est dur, tu vois, d'avoir le recul de faire ça dès le début. Et pour échanger pas mal avec des entrepreneurs en France, en Europe ou ailleurs qui lancent leur deuxième ou troisième aventure, ils te disent tous que en fait c'est avant même de commencer à bosser en fait opérationnellement lancer le truc et tout, il y a déjà les systèmes qui sont en place quoi. Les grands systèmes de recrutement sont en place, les systèmes d'évaluation de la performance sont en place, les systèmes de comment tu vas prioriser les features produits, itérer sur ton produit sont en place et du coup en fait derrière ça te fait gagner énormément de temps euh, dans la construction de ta boîte quoi. Ok, intéressant. Voilà. Ma dernière question maintenant, ça serait si demain tu as accès à un panneau publicitaire gratuit qui est visible partout dans le monde, t'écrirais quoi dessus? Je pense qu'en fait ça dépend quand même un petit peu si tu veux de ton segment, qu'on a la chance d'être arrivé à un moment de la vie de la boîte où ta proposition de valeur, elle n'est pas exactement la même selon les sous-segments, tu vois.
tu as des gens, c'est peut-être 10-15%, je sais pas, tu vois, qui viennent, qui font que collectionner des cartes. Et ils font que ça, tu vois. Et ils remplissent, ils cherchent leur collection, etc. Tu as des gens qui font ça et qui jouent aux jeux de fantasy sport et qui, tu vois, qui sont contents de faire leur équipe de l'OM, d'avoir les 24 joueurs, mais à niveau égal, ils ont envie d'être bons dans le jeu. Donc, s'il faut aller chercher un joueur de l'AS Monaco à côté pour renforcer leur équipe, ils vont y aller. Et eux, en fait, ils veulent être les meilleurs, tu vois. Ils veulent être les meilleurs dans le jeu. Donc, le message, il est un petit peu différent pour eux. C'est pas le même que celui qui veut juste collectionner. T'en as d'autres, en fait, ils sont un peu moins intéressés par le jeu, c'est un petit pourcentage, ils vont juste vouloir faire de l'achat-revente. Donc eux, ils viennent, ils achètent, ils revendent, ils achètent, ils revendent, ils achètent, ils revendent, comme ils le feraient sur eBay, sur Vinted ou quelle que soit la marketplace, tu vois. Donc j'ai pas du coup, tu vois, une réponse unique parce qu'en fait, j'ai des besoins qui sont légèrement différents selon que tu t'adresses à l'une ou à l'autre des audiences, quoi. Ok, facile. Faudra demander à tes équipes marketing. Bah, ils sont juste en face de moi. Je vais leur demander de m'aider à être meilleur sur la prochaine. Ça marche, pas de souci. Toi, tu joues à Sorare? Alors moi je teste en fait, Ok. donc j'ai un petit compte de test parce que en fait tu peux pas te déconnecter de ta communauté, de ton produit, donc pour le coup c'est une erreur qu'on avait fait à un moment donné où tu vois personne pouvait toucher au produit, donc là on s'est mis plein de garde-fous, mais on peut quand même tester, toucher le produit parce que sinon c'est très très difficile de se rendre compte juste en lisant, en faisant des interviews utilisateurs ou autres, donc ouais j'ai moyen de tester. Je suis pas incroyable, hein. Franchement, je suis pas incroyable en Tu propre gardes jeu. pas les meilleures cartes Je pour pense toi? que je mate pas assez de sport, je m'intéresse pas assez. Non, voilà, j'ai mes petites collections de l'OM qui vont bien et c'est mon petit plaisir, quoi. Ouais. Et tes cartes des joueurs du PSG, tu les revends? Et les cartes des joueurs du PSG n'approchent pas mon compte de près ou de loin. J'ai mis un pare-feu, tu vois. Ça marche. Bah écoute, pour terminer le podcast, on a une dernière tradition. On a ce livre ici où je demande à chaque invité d'écrire une phrase, une citation qui est importante pour lui Ok. et de signer, si ça te dérange pas. Ok, allez, c'est parti. Merci beaucoup. C'est tout bon? C'est bon. Est-ce que tu peux juste partager avec nous ce que tu as écrit dans le livre? Ouais, écoute, j'ai dit, je te remercie en fait, parce que je l'ai pas fait au début. Tu m'as lancé tout de suite sur une question, donc je te remercie de l'accueil et je te remercie de par ce que tu fais avec ce podcast Elevate House et ce que tu fais à côté d'inspirer en fait des générations d'entrepreneurs via ces super interviews à se lancer, à y aller et à essayer de lever le capot pour tu vois, j'ai beaucoup appris aussi en écoutant certains des invités que tu as eu, que ce soit des Patrick Mouratoglou, des sportifs que tu as invités sur tu vois, sur leurs méthodes, sur leurs apprentissages. Donc voilà, merci pour ce que tu fais et j'espère que ça a été utile pour tu vois, pour ton audience et que j'ai pu contribuer à ces apprentissages, quoi. Voilà. Bah, merci à toi et on se retrouve sur Sorare. Merci. Salut. Merci.